Voulez-vous, dorénavant, élire vous-même votre président au suffrage universel? L'instant présidentiel. Cette nouvelle émission dédiée à l'élection présidentielle 2022. Emmanuel Macron is Jupiter. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je suis une femme d'ordre. Je veux la France en ordre, car je veux la France de la concorde. Ce qui coûte cher, c'est sa théorie du ruissellement. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Il faut arrêter toute immigration, que le peuple français est en train de vivre un grand remplacement et que je ne peux pas, moi, le laisser se faire remplacer. Venez nombreuses et nombreux à participer à cette nouvelle émission dédiée à la politique et à l'élection présidentielle. C'est quoi l'écologie? C'est la liberté au fond, la liberté d'aimer qui on veut, la liberté d'être qui on veut, la liberté de respirer un air pur, la liberté de boire une eau de qualité, de manger sainement. L'écologie, c'est la liberté. Vous l'avez compris, je veux vous parler ce soir d'immigration. Aujourd'hui, rien n'est plus simple pour pousser la porte de la Maison France. Vous vous retrouvez en France, nourris, logés, soignés, chauffés, quand tant de nos compatriotes ne s'en sortent plus. Si vous voulez, les autres recettes, ça fait 30 ans qu'on les applique, il n'y a rien qui marche. Il y a toujours plus de chômage et plus de misère. Donc on peut peut-être essayer de faire revenir l'État, le collectif, dans la gestion de la marge de la société. Si vous voulez, il y a souvent dans l'histoire, il y a des respirations. On a beaucoup fait respirer le capital, il est temps de faire respirer le travail. Retrouvez-nous les 15 et 22 février et 15 et 29 mars 2022 pour débattre autour de l'élection présidentielle. Françaises, Français, continuons la France. Vive la République, vive la France. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième numéro de l'instant politique. À 2 mois pile du premier tour de l'élection présidentielle, certains candidats se sont déclarés, d'autres manquent aussi de parrainage pour être candidats à l'élection présidentielle. Bonjour à tous. Bonjour. 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 On leur fait coucou les petits gars. On leur fait coucou. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, Anthony, avec nos invités de la dernière fois pour discuter de cet instant présidentiel et de cette campagne présidentielle. Et nous avons quelques nouveaux. Peut-être que Vincent, tu peux nous présenter une personne que tu as invitée de l'extérieur de l'association. Et peut-être que cette personne pourra se présenter aussi. Donc oui, j'ai contacté quelques partis et syndicats pour l'instant, là, pour la deuxième émission. On a une personne qui s'est portée volontaire d'un syndicat sud, qui est sur Toulouse également, qui a différentes antennes de différents milieux de travail. Et je vais le laisser se présenter. Je l'ai eu rencontré en manif, on s'est eu aperçu, et c'est lui qui vient. Oui, bonsoir, donc je suis Stéphane Boras, je fais partie de Sud Collectivité Territoriale et je suis fonctionnaire territorial au conseil départemental de Haute-Garonne où j'exerce les fonctions d'assistant social et je suis élu du personnel dans cette grande institution qui compte 7000 agents publics. Eh bien, bienvenue. Et avec plaisir. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on n'a pas de sujet. Le sujet, bien sûr, c'est la présidentielle. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Mais moi, j'aurais une question d'emblée à poser en faisant comme si j'y connaissais rien, et pour les auditeurs qui sont pas qui connaissent ou pas forcément aussi la différence, enfin les rouages, le fonctionnement entre les différents syndicats, parce qu'il y en a plusieurs qui existent. Si vous pouvez faire un petit
une petite explication par rapport à votre syndicat, la CGT, FO et d'autres que j'ai pas forcément en tête là sur le moment. Voilà, expliquer un peu c'est tout et par rapport à la différence avec les partis qui sont plus politiques engagés. Enfin voilà, expliquer un peu le. C'est quoi la différence entre un parti politique et un syndicat? Voilà, par exemple. Alors, il faudrait un colloque international sur le sujet, mais bon, en gros, les organisations politiques en France, en tout cas, sont indépendantes des syndicats et vice-versa, en tout cas en théorie. Ça a longtemps été à moitié le cas d'ailleurs. Mais bon, là, maintenant, on va dire que c'est à peu près le cas. En France, on a une autre particularité, c'est que le syndicalisme s'appuie ce qu'on appelle sur la charte d'Amiens, qui est une charte qui a été du début du XXe siècle, qui en gros dit que les syndicats doivent marcher sur deux jambes. Une, c'est les revendications immédiates pour les travailleuses et les travailleurs, temps de travail, salaire, droits des minorités, en fait tout ce qu'on veut pour les droits des travailleurs. Et de l'autre jambe, la transformation de la société. Et ça, c'est une ligne de partage dans les syndicats, le syndicat Sud auquel j'appartiens, mais je crois la CGT aussi va faire partie de ce mouvement-là. On est à la fois dans la défense immédiate, mais on a aussi envie d'un changement de société. On ne se satisfait pas uniquement de dire on veut le SMIC à 2000 €, par exemple. On veut aussi une baisse du temps de travail, on veut un partage des richesses. J'ai entendu tout à l'heure dans le début, je crois que c'était Mélenchon qui disait il y a le capital et le travail, le capital a été servi, maintenant c'est autour du travail. Bon, évidemment, on peut être que d'accord avec ça. Mais certains syndicats dans le champ syndical français vont être plus des syndicats d'accompagnement. Nous, par exemple, on est favorable à la transformation de la société pour en finir avec le capitalisme. Ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas du syndicat. Bon, je suis pas là pour taper dessus. Hein. Mais la CFDT, l'UNSA, qui est un autre syndicat, c'est des syndicats d'accompagnement. Voilà, donc nous on est dans ce champ-là, mais en étant indépendant, on ne se présente pas aux élections politiques. On n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais on la regarde de près par contre. Ok, donc on voit bien qu'il y a quand même une différence entre les syndicats et les partis politiques. En France, hein, parce que dans d'autres pays, et si vous allez dans les pays anglo-saxons, les syndicats peuvent être adhérents à des partis même. Hein, c'est le cas en Angleterre. Mais bon, ici on est en France, je vous parle de la France. C'est pour ça que je disais qu'il faudrait un colloque ou 2 ou 3 journées d'émission. Les travaillistes sans le syndicat, c'est pas vraiment le parti. Voilà, exact. Mais ce sont des histoires politiques différentes. La France et la charte d'Amiens, le syndicalisme révolutionnaire, la création de la grande CGT de l'époque. Ouais. Une filiation qui est compliquée. Vous avez dit un truc que je trouvais important, c'est-à-dire que vous disiez que le syndicat Sud était pour une transformation de la société. Ça pourrait peut-être nous faire une introduction à notre débat. Qu'est-ce qu'ici on aimerait transformer? Est-ce qu'on aimerait déjà transformer la société? Et est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez transformer? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez changer dans cette société actuelle? Par rapport à l'handicap, par exemple, ça serait bien que l'handicap moteur ne soit pas différencié forcément, enfin qu'on soit réuni entre tout handicap et que l'handicap moteur n'ait pas plus de visibilité par le fait qu'on s'apitoie sur le sort des gens parce qu'on le voit directement, et que ce soit mieux noté, entre guillemets, que l'handicap invisible, psychologique, où quand il y a un cas par-ci par-là, on en fait tout un pataquès, tout un amalgame, et qu'on stigmatise les gens. Voilà, alors que Enfin, j'essaye de bien m'exprimer, c'est pas évident, mais que l'handicap invisible, l'handicap psychique, il est pas forcément visible, à la différence de l'handicap moteur. Et quand on le voit, les gens, ils en ont peur. Alors que l'autre, par exemple, un handicap, un malvoyant, un aveugle, carrément, on va l'aider à traverser la rue, on s'apitoie sur son sort, et que dans l'autre cas, voilà, c'est pas le cas. Moi, j'ai davantage des idées un petit peu plus avancées sur la société en général, parce que on est en train de vivre un délitement total de la société.
Et moi, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais mettre en place, c'est de mettre en place une société où les gens sont, entre guillemets, se sentent libres d'aimer qui ils sont et qui veulent, et de manière à transformer la société, de manière à ce que le pouvoir, entre guillemets, parce que les gens en ce moment, ils sont dans des petites maisons, dans des petits appartements et tout ça. Et ça crée une population qui est aisément matée par le pouvoir et les forces de l'ordre, hein, quand viennent les luttes sociales et autres manifs. Quelqu'un d'autre aimerait changer des choses dans la société? Alors, je prends la parole, car voilà, je voudrais parler un petit peu du programme de Valérie Pécresse. Mes chers compatriotes, vous êtes en droit de savoir qui je suis. Ce qu'elle souhaiterait faire pour le handicap. Dans son programme, page 17, il y a écrit « Prendre humainement en charge toutes les formes de handicap ». Elle souhaiterait systématiquement mettre en œuvre la fin du collège à chaque fois que c'est possible. Elle ouvrirait largement les dispositifs de formation aux personnes en situation de handicap, car l'inclusion passe par l'accès à la vie professionnelle. Elle demandera des engagements aux entreprises et aux associations pour qu'elles emploient effectivement 6% des personnes en situation de handicap plutôt que de s'exonérer de leur obligation en payant une simple taxe. Elle simplifierait, elle allégerait les normes qui pèsent sur la création des structures et des services innovants. J'énamoriserai les règles de reconnaissance et de compensation du handicap qui virent au sein d'une même région. Je suis étonné de voir des comment ça s'appelle, des prises de position aussi positives de la part de Mme Pécresse, mais en même temps, on peut aussi imaginer qu'effectivement la remise en marche d'un système de santé, basiquement le retour au système de santé d'avant, semble être une de ses priorités. Mais il doit y avoir un revers de la médaille quelque part. Je voudrais dire pour ce que j'aimerais que ça change dans la société. C'était la question tout à l'heure. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une déshumanisation des gens et du travail en général. Et le travail avant, ça avait une certaine comment dire valeur. Une valeur, ouais. Et vu comment maintenant il n'y a que l'argent il faut gagner de l'argent à tout prix. Et quand je vois des maisons, par exemple, qui sont vendues par des entreprises comme je ne dirais pas les noms, mais qui font des immeubles à la place, des vieilles maisons d'antan, quoi. Et parce que mon père est architecte, il faisait ses plans à la main à l'époque, et maintenant c'est tout par ordinateur. Et maintenant, je vois que dans le monde du travail, il faut faire coûte que coûte de l'argent, quel que soit le travail rendu, quoi, qu'il soit bien ou pas bien fait, le travail, on n'en a rien à foutre, c'est juste que ça vale de l'argent, quoi. Et même si les gens ils sont prêts à acheter entre guillemets de la pourriture, quoi, mais ils achètent, quoi. C'est le système de surconsommation et comment, j'ai perdu le mot là, de faire de la rentabilité, voilà, à tout prix. Ouais, moi je crois vraiment que quand on parle depuis la position du handicap, en fait, on est obligé de réinterroger la question du travail, du sens qu'on y met, de la rentabilité, parce que ça finit par interpeller tout un chacun qui n'est pas handicapé, c'est-à-dire que quand on demande d'autres conditions de travail, on s'entend dire que c'est pas possible, mais au fond, les gens qui sont pas handicapés seraient en demande de la même chose. Je crois pas que ce soit des
des demandes antinomiques en fait. C'est juste que les personnes qui sont handicapées de suite ne peuvent pas faire autrement que de demander d'autres conditions de travail, de trouver peut-être plus de sens à ce qu'ils font. Enfin, je suppose que ça. Et puis parce que maintenant dans les ESAT on demande de plus en plus de la rentabilité, alors que c'était pas le propos au départ. Et je crois que c'est pas parce qu'on n'est pas handicapé que les demandes des handicapés, enfin vraiment, elles peuvent être entendues sans problème. Et c'est dommage de se dire c'est pas possible et on peut pas parce que le monde économique est ainsi fait que je pense que vraiment on a un message à porter à l'ensemble de la société, quoi, et ça serait bien qu'elle écoute. Moi, je pense que je suis toujours capable de travailler à mi-temps. J'aimerais bien le faire, et je suis un peu déçu que mon administration, on n'entende pas que effectivement, il y aurait peut-être quelque chose à voir comme une compensation pour que je puisse continuer à travailler à mi-temps, et le faire bien en fait. Et le faire bien et pas le faire autrement parce que je dois en faire plus. Voilà. Bon, c'était la même chose pour moi il y a 6 ans. Et je pense aussi, je ne suis pas le seul, que c'est dommage de mettre autant de gens, dès qu'ils ne peuvent pas travailler et qui sont considérés comme handicapés, un peu vraiment en marge de la société, parce que c'est ça qui se passe. Ça fait des centaines de milliers de personnes, voire des millions, qui se retrouvent comme ça un peu à pas trop savoir où aller, que faire, à avoir des difficultés pour se socialiser, tout ça parce que à un moment donné, pour embrayer sur le marché du travail, ça se passe pas comme il faudrait, et que personne peut mettre en place, il n'y a aucun dispositif pour eux à l'instant T, quoi. C'est dommage que l'exclusion du marché du travail crée de l'exclusion et puis péjore un peu, empêche l'épanouissement de l'individu et l'éloigne encore plus de toute possibilité d'atteindre le marché du travail. Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. Et pourquoi pas remettre en cause aussi également le travail, que ce soit en tant qu'institution ou même en tant que valeur, parce que certaines personnes ne sont simplement pas travailleuses, mais sont peut-être utiles à la société d'autres manières et tout ça. Moi, je pense qu'il faut aller très loin pour répondre un peu à toutes ces questions et pour donner une réponse. Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe ? On est dans un monde qui a commencé d'une certaine façon à se rendre tel qu'il est à l'heure actuelle. Il faut carrément remonter au début du XXe siècle. Les associations qui se sont créées, elles se sont créées parce qu'il y avait un besoin de la part de personnes qui étaient pauvres, qui étaient handicapées, qui n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins. Et petit à petit, chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui les rendait encore plus pauvres, il y a eu la guerre, il y a eu ensuite divers problèmes économiques qui se sont mis en place. Ça a rendu encore pire les problèmes que pouvaient rencontrer ces gens-là. Aujourd'hui, on a le Covid, c'est la même chose. On est sur une espèce de balance qui ramène, plus il y a des choses qui posent des problèmes aux gens riches et handicapés, et plus les riches se prennent d'argent. On est sur une balance où on s'écrase encore plus. Ils deviennent milliardaires encore plus que nous, et nous, on devient encore plus pauvres qu'eux deviennent milliardaires. L'augmentation des inégalités. Après, Brigitte, moi je ne serais pas tout à fait quand même d'accord avec toi. La grande pauvreté qu'on observait en 1945 encore, elle a beaucoup régressé à une certaine époque, très vite. Tu peux me donner des exemples ? Mais il y a plus, c'est très facile. Les bidonvilles en France ont largement régressé. Alors c'est vrai qu'on en revoit aujourd'hui encore. Il y a une certaine résurgence, mais les bidonvilles en France ont largement régressé. Oui, mais c'est en train de remonter. Mais on n'est pas au niveau qu'on avait avant. Mais le pouvoir d'achat est en train d'augmenter de plus en plus. Il a augmenté à plein de niveaux et c'est en train de recommencer. Ouais, la pauvreté qu'il y avait, tu parles du début du siècle dans le monde ouvrier, heureusement qu'elle n'existe plus, quoi. Mais c'est pas vrai, ça, c'est pas possible. Mais je te dis que, ne me crois pas, hein, mais c'est des faits historiques. Oui, je peux pas te croire, c'est pas possible.
Alors, je crois que vous avez tous les deux raison. C'est bizarre à entendre, mais en valeur absolue, je crois que Pierre a raison sur le fait que la masse de gens pauvres, il y en a peut-être un peu moins, mais le niveau de vie a pour certains un peu augmenté, même si encore aujourd'hui on voit qu'il y a quand même des gens extrêmement dans la misère, et on voit encore qu'il y a encore 300 000 personnes à la rue au jour d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si je ne me trompe pas sur le nombre. Mais ce qui est problématique, c'est que c'est les inégalités qui ont énormément augmenté. Et ça veut dire que pour quelqu'un qui est pauvre, si je gagne 10 euros par mois et à côté de moi, il y a quelqu'un qui gagne 100 euros par mois, il y a un rapport de 1 à 10. Donc je le vois à côté avec sa super bagnole, tout ça, je me dis, bon, je suis pauvre parce que j'ai pas sa voiture. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 10 euros et l'autre, il n'a pas 100 euros, il a 1000 voire 10 000 euros. C'est-à-dire qu'il n'a pas une voiture, c'est-à-dire qu'il en a 10, 100. C'est-à-dire que le sentiment d'inégalité et donc de pauvreté, de ne pas avoir accès à certains besoins essentiels comme le téléphone aujourd'hui, des choses qui coûtent quand même. Il y a des besoins qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a un siècle. Et que de fait, c'est vrai qu'on est moins pauvre en valeur absolue, mais il y a tout un tas d'objets, de réseaux auxquels ces personnes-là n'ont pas accès. Donc elles sont plus riches en valeur absolue, mais elles sont plus pauvres relativement. Je ne suis pas en train de dire que la pauvreté existe. Je suis pas en train de dire que la pauvreté n'existe pas, Brigitte. Je ne suis pas en train de te dire que aujourd'hui il y a une augmentation des inégalités, la pauvreté existe, mais quand tu dis que c'est pire qu'au début du XXe siècle, je ne suis pas d'accord. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Sylvain. C'est ma manière qui te l'exprimait peut-être pas suffisamment, mais quand je te dis qu'effectivement la balance elle est là, c'est ce que je voulais dire. C'est le dessin que j'ai fait personnellement pour le montrer à quelqu'un à qui je voulais expliquer ce que Sylvain vient de dire. J'ai fait une balance avec des morts et des cadavres de ce côté et une grosse... Des grosses bagnoles, des trucs comme ça que je faisais de l'autre côté et qui vraiment partaient au niveau de la terre. Alors, ça va jusqu'à creuser la terre d'un côté, jusqu'à monter dans le ciel de l'autre côté. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai que de nos jours, on vit des temps de... Comment pourrait-on dire ça On vit des temps de crise. Et c'est toujours les mêmes qui payent, c'est toujours les pauvres qui en souffrent, et il y a de plus en plus de pauvres dans les rues. Là, je le vois aussi. Il y a une dizaine d'années, il était relativement rare de voir des clochards sur mon chemin. Maintenant, j'en vois jusqu'à Blagnac, donc c'est quand même un peu, je sais pas moi, j'ai l'impression d'avoir mais bon, et puis en même temps, effectivement, il y a des gens qui se font de plus en plus de gens qui sont ultra riches parce qu'ils ont fait les choses qu'il fallait pas et Après moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement le fait que, est-ce que par rapport au début du XXe siècle ou en 1945, c'est qu'on prend des décisions qui vont vraisemblablement accentuer les inégalités et qui vont vraisemblablement accentuer la pauvreté. On continue à favoriser un système où tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder à une vie décente. Oui, c'est un débat complexe en fait, parce que, par exemple, une famille ouvrière du début du siècle, à Paris, alors je vous cite un chiffre de mémoire, excusez-moi si je ne suis pas tout à fait juste, mais c'est les ordres de grandeur, consacrait 10% de ses revenus au logement, tout compris, chauffage, tout compris. Mais il était très mal logé et mal chauffé. D'accord ? Aujourd'hui, un logement plus chauffage représente 45% des revenus. En moyenne, c'est de la moyenne. Donc là, mais on est globalement en moyenne mieux logé et mieux chauffé. Globalement en moyenne. Ça n'empêche pas les 300 000, je crois que tu as en dessous du chiffre d'ailleurs de sans domicile par exemple. La deuxième chose que je voulais dire, pour reprendre le débat tout à l'heure sur les questions de changement de société, d'abord un petit diagnostic. Pour moi, on jauge un niveau de société, une série d'indicateurs
une société qui traite mal les prisonniers, les étrangers, les personnes avec handicap, sont des sociétés qui sont malades. Voilà. Et la société française, de ces 3 points de vue-là, est profondément malade. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème pour résoudre les problèmes. Enfin, on n'a pas amené les solutions pour résoudre les problèmes. Mais il vaut mieux partir de ce type de diagnostic-là. Est-ce que pour ce qui est de la situation des personnes handicapées, le XXe siècle nous a enseigné qu'une société en régression profonde fait des victimes qui chiffrent par centaines de milliers, voire millions de morts. Par exemple, on parle beaucoup la Shoah pour le nazisme, beaucoup moins de l'eugénisme. L'eugénisme était une politique des années 30 qui n'était pas réservée, même du 19e siècle et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui n'était pas réservée à l'Allemagne nazie, hein. Oui, les Américains, les États-Unis, mais pas que, les pays du Nord, la France aussi, la France. Alors de façon moins industrielle, mais a produit des politiques eugénistes. Et oui, bon, ça je le savais. Oui, bien sûr, parce que sur la base de l'hygiénisme et tout ça. Bon, mais là, depuis ces questions-là, il y a eu l'acquisition de droits. Tu peux rappeler juste l'eugénisme, ce que c'est L'eugénisme, c'est une politique qui viserait à, je le résume vraiment, à se débarrasser de ceux qui sont considérés comme inutiles dans la société, y compris par leur mort. Et ça, c'est l'eugénisme actif. Oui, alors après il y a l'eugénisme passif, tu as raison. Mais je ne sais pas ce qu'il vaut mieux, mais disons que dans nos sociétés, grâce à des combats, y compris d'associations d'handicapés, a produit du droit. Bon, donc qui sont insuffisants, qui sont mal appliqués, tout ce qu'on veut, mais a produit du droit. Et c'est ces droits-là qu'il faut faire grandir et imposer dans la réalité des choses, notamment dans le monde du travail. Dans le monde du travail, vous avez une obligation des employeurs à hauteur de 6%, je crois, de travailleurs handicapés par entreprise ou collectivité ou administration. Où en est-on de ça? Et quel est le type de handicap qu'on intègre dans les structures de travail? Je ne parle pas des ESAT, là, je parle de l'intégration directe. Bon, nous, syndicalement, on le voit, on s'en préoccupe. Hein. On a des indicateurs. Ce qu'on constate, c'est que une entreprise, si elle n'est pas contrainte par un certain nombre de règles, va intégrer ce qui est le plus facile à intégrer. C'est-à-dire, va essayer d'aller vers ces 6%, mais il faut quelqu'un qui soit employable sans trop de difficultés. C'est pour ça qu'on retrouve souvent, par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Alors, il ne va pas faire une manœuvre sur un chantier, ça c'est sûr. Mais d'un travail de bureau, si on a les locaux qui sont adaptés, ce qui n'est pas le cas ici, je crois d'ailleurs, les locaux adaptés pour qu'ils puissent aller aux toilettes et une série d'adaptations de postes de travail, c'est relativement facile, entre guillemets. C'est vrai que ici, la question du handicap, de la santé mentale est tout autre et souvent vue par les collectifs de travail comme menaçant. Et donc il y a des grandes difficultés d'intervenir sur ces questions-là. C'est sur cette question de menace, excuse-moi, je prends un peu la parole, mais est-ce que tu pourrais Eric, c'est ça? Non. Stéphane. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur cette question, en quoi les personnes qui sont valides, en fait, se sentent un peu déstabilisées par l'arrivée de personnes handicapées? Tu pourrais nous dire? Alors, je ne vais pas être le porte-parole des valides. Non, mais de ce que tu as vu, quoi, c'est intéressant. Oui. Il y a une méconnaissance profonde et on est une société qui a construit alors je ne vais pas utiliser de terme qu'il ne faut pas utiliser. Je ne vais pas utiliser celui d'apartheid parce que ce n'est pas le bon mot. Mais disons des séparations dans la société qui font que la cohabitation est très éloignée. Donc il n'y a pas une connaissance, une compréhension, sauf pour une minorité de la population qui, dans sa famille ou par son travail, a, disons, une appréhension un peu intellectuelle de ces questions-là. Bon, le monde du travail, c'est pas comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une pression, ça a été dit tout à l'heure, à la rentabilité, y compris dans les administrations, qui fait que quelqu'un peut être menaçant parce que, par inquiétude de l'ignorance,
mais en plus va menacer le groupe de travail puisqu'il va être, il peut penser qu'il va être moins productif et que donc il ne va pas répondre aux attentes de son employeur, qui va lui refiler le bébé à l'équipe de travail. C'est pas le patron ou c'est pas le directeur chez nous, nous c'est pas des patrons, des directeurs, qui va venir s'occuper de l'intégration de quelqu'un sous forme de tutorat quelque part pour l'intégrer dans une équipe de travail. Ils ont peur que ça soit une charge. Oui, non mais très nettement, faut... Alors je sais, c'est un peu glaçant, hein, mais je préfère le dire comme ça. Parce que c'est super intéressant qu'on l'entende aussi, ouais. On a besoin de savoir ça. Oui, on a des équipes de travail par exemple. Nous, dans notre institution, on a les collèges. Les agents des collèges qu'il faut à bouffer à nos gosses et qui entretiennent les collèges. Ils sont au conseil départemental. Il y a un taux d'accident et de maladie qui est très important. Okay, quand vous avez une équipe où vous avez 10 personnes, il y en a 3 ou 4 qui ont des incapacités de travail, pouvant pas porter des charges lourdes parce qu'ils ont 55 ans, ils se sont pété les épaules. Le deuxième, il ne peut pas être en stature debout trop longtemps parce qu'il est fatigué. Si vous en avez 1, 2, ça va. Si vous avez la moitié de l'équipe, qu'est-ce qui se passe? C'est les autres qui font le boulot. Si le patron amène pas des soutiens humains, des gens qui viennent bosser, très vite l'ambiance se tend, hein. Très vite. Hein. Alors à propos de la personne handicapée qui est prise comme une charge, alors j'aimerais parler de mes récentes mésaventures avec des emplois. En ce moment, j'ai eu il y a 2 ans 3 ans, une PMSMP, c'est-à-dire une mise en situation dans le lieu du travail, dans une entreprise adaptée. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient me recruter à nouveau 1 à 2 ans plus tard. Et ils ne l'ont pas fait. Ce qui signifie que même pour une entreprise adaptée, mon travail a une valeur négative. Ou plutôt mon travail est considéré davantage comme une charge que comme un gain en termes de travail pour l'entreprise, ce qui est quand même extrêmement dérangeant, surtout qu'ils m'ont vu travailler et qu'ils m'ont vu essayer de faire ce que je pouvais et qu'ils étaient soi-disant satisfaits de cela. Et donc c'est quelque chose que j'ai rencontré un peu partout, le fait que mon travail à moi ne sert à rien. C'est que même quand j'étais auto-entrepreneur, parce que je suis statisticien, j'ai voulu faire une auto-entreprise de statistique, même en vendant mon travail de manière individuelle, à 600 entreprises que j'avais démarchées, il n'y avait absolument aucune d'entre elles qui ne m'a répondu. Donc c'est un peu... Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. Par rapport à l'emploi, alors Valérie Pécresse... Vous m'avez manqué Stéphane, alors Valérie Pécresse souhaite prendre humainement en charge toutes les formes de handicap. Elle mettra systématiquement en œuvre la scolarisation en milieu ordinaire. Tu sais que tu nous l'as déjà lu, ça. Et surtout, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut revaloriser les métiers de l'accompagnement spécialisés qui ont été oubliés par M. Véran. Je vous propose qu'on... Ah, je t'ai coupé, pardon. Si tu vas... Et elle veut aussi simplifier les procédures administratives et le fonctionnement des MDPH. Et pour les personnes handicapées, elle veut améliorer la prise en charge des personnes et sans délai de réponse. Elle veut déconjuguer l'allocation aux adultes handicapés pour ne pas pénaliser les personnes en situation de handicap qui vivent en couple ou qui risquent de perdre la hache. Je me demande comment... Même si les gens sont en couple, elle voudrait verser la hache pour ceux qui sont aussi en couple. Oui, Sylvain. C'est une bonne idée, mais je me demande comment elle va faire pour Je voulais juste rajouter que MDPH. Valérie Pécresse veut déconjugaliser la question de la hache, mais comme tous les partis, sauf La République En Marche, à la dernière législature,
tous les partis ont voté pour cette vraiment mesure, bizarre. mais qui n'est pas passé parce que la République En Marche n'a pas voulu, et comme ils ont la majorité. Et je crois que Stéphane voulait vous répondre. Non, c'est juste pour vous engager à faire attention à quelque chose. Moi, j'ai jamais vu un politicien ou une politicienne, en l'occurrence, dire qu'elle allait faire quelque chose d'inhumain. Oui. D'accord. Donc dire je vais prendre en charge le handicap de manière humaine et t'enfoncer une porte ouverte. La question c'est pas l'amour, c'est l'épreuve d'amour. Donc s'ils veulent déconjugaliser la hache, ce serait une très bonne nouvelle. Tu l'as dit, bon, c'est soutenu par beaucoup, parce que c'est juste inadmissible que ça ne le soit pas depuis très longtemps. Deuxièmement, sur les MDPH. Bon, la MDPH de Haute-Garonne, par exemple, aujourd'hui a 9 mois de retard pour le traitement des dossiers AAH. 9 mois, c'est le conseil départemental, je connais très bien les collègues, 9 mois de retard. Bon, vous avez, il y a eu la fusion, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre Cotorep et CDES, ça s'appelait pour les gamins. Cotorep, c'était à partir de 20 ans, CDES avant 20 ans. Ça a été fusionné de ce qu'on appelait les MDPH, qui a provoqué un embouteillage bureaucratique monstre, parce que la manière dont on aborde cette question-là est bureaucratique. Voilà. Alors qu'il faudrait la rendre humaine, comme dit donc Valérie Pécresse. Je suis d'accord avec elle là-dessus. Pour le reste, comme Valérie Pécresse et son parti politique... maintenant, ça s'appelle les Républicains, mais ça fait longtemps qu'on connaît Valérie Pécresse, ont été de ceux qui ont construit ce système. Ils l'ont construit. C'est-à-dire la bureaucratisation de cette question-là est construite en partie, pas qu'elle, je ne dis pas, mais par tous ces gens-là qui nous ont construit un monstre. Oui, on sait qu'elle était sarkozyste et que ça s'est fait. Et oui, non, mais même avant, c'est-à-dire le fait bon, j'imagine, je crois que tout le monde à peu près ici a fait un dossier MDPH, il voit un peu la montagne de trucs qu'on vous demande. Bon, vous imaginez ça, contrôlé après par des fonctionnaires qui vont... bon, une fois que tout ça est fait, l'essentiel n'est pas commencé à être abordé, c'est-à-dire le traitement individuel de quelqu'un, pas d'un dossier, d'un être humain qui est victime d'un handicap et qu'on doit aider, point de vue individuel, pour essayer de trouver les bonnes solutions pour lui, adaptées à lui. C'est cette question-là qui est importante. Tout le reste, c'est de la flûte, pour moi. Hein. Effectivement, et effectivement, la création d'un dossier MDPH, je trouve, est extrêmement compliqué pour une personne isolée en situation de handicap. Mais comme en ce moment, on fait beaucoup de dématérialisation. Vous savez, c'est un très grand enjeu. Ah oui, j'en ai sûr. souffert tellement. Quand les 3 dernières fois où je suis allé à la MDPH, elle était fermée. Et c'était fermé et c'était impossible c'était fermé sous rendez-vous. Et moi, vu que je prends jamais de rendez-vous avec la MDPH, ça signifie que je ne peux jamais leur faire par exemple des choses aussi naturelles que, je sais pas moi, déposer une pièce jointe pour refaire mais parce que ça, c'est gourmand en agent public qui va devant le public. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière un guichet qui attend la personne qui vienne. Exactement, et qu'on paye. Or, tout ça est payé par les impôts. De tous les politicards là, qui disent il y a trop de fonctionnaires, trop d'impôts, blablabla, blablabla. Ce que ça veut dire à la sortie, c'est moins de gens pour vous accueillir dans les guichets du service public. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, et vous devriez vous pencher sur le programme de Valérie Pécresse sur le sujet, qui annonce qu'il y a trop de fonctionnaires, trop d'impôts et compagnie. Et c'est pas la seule. Hein. Mais moi, ça me fait penser, parce que tout à l'heure, tu parlais des étrangers. Ouais, c'est ça, la dématérialisation, par exemple, ça produit des sans-papiers. Parce qu'ils n'arrivent plus par Internet à faire la validation pour les cartes de séjour. Là. Oui. Et du coup, voilà, ils n'ont plus de papiers. Est-ce que vous savez quel est le délai pour déposer une demande de naturalisation pour devenir français ? Alors là, on parle de gens qui ont des papiers de séjour en France, et qui pour une raison ou une autre peuvent bénéficier. Je devrais le savoir parce que j'ai ma femme qui est russe. Un an pour avoir un rendez-vous à la préfecture de Garonne. Un an pour avoir... Je le sais parce que j'ai une collègue, je l'ai fait avec elle, elle n'arrivait pas à le faire. C'est une collègue, elle était contractuelle depuis 11 ans au conseil départemental parce qu'elle était étrangère. Il faut savoir qu'un étranger ne peut pas être titularisé comme fonctionnaire. Un étranger hors communauté européenne, elle était d'origine gabonaise. Elle a passé 1 an pour avoir un rendez-vous. Et après, on l'interroge sur le drapeau, la Marseillaise, je ne sais trop quoi, pendant qu'elle lave les chiottes au conseil départemental. Ça, oui, non, mais c'est ça son boulot.
C'est ça son boulot. Pendant 11 ans, premier échelon d'adjoint technique de la fonction publique territoriale, je vous laisserai aller voir. Tous les ans, on leur met une prime pour qu'ils atteignent le SMIC. Parce qu'avec le régime indiciaire, ils ne l'ont pas. Voilà, et ça, ces trucs-là, c'est des atteintes à ce que sont le minimum des droits humains, en fait. Et donc, je disais tout à l'heure, les étrangers, les prisonniers, les travailleurs handicapés. Travailleurs, soit travaillant, soit voulant travailler. Quand je dis travailleurs, c'est... Voilà, mais bon, on a un système qui exclut. Oui, et la période de crise sociale accentue cette exclusion. Mais moi, je vais aller au-delà des personnes, par exemple, handicapées ou de la prison, ou c'est quoi le troisième que vous disiez ? Étrangers, voilà. Même des personnes d'origine française qui sont étudiants, qui ont fait des diplômes, se retrouvent sans boulot pendant des mois. Donc c'est pas que malheureusement ces trois classes sociales. C'est même se retrouvent sans boulot. Ils vont travailler par exemple dans les fast-food alors qu'ils ont des compétences qui pourraient des diplômes à hauteur. C'est pas équilibré, c'est pas juste. C'est la case de la jeunesse. Pardon, je voulais juste, depuis tout à l'heure, rebondir vite fait, répéter mon idée là, parce que parler des collectifs qui trouvent que l'arrivée de personnes en situation de handicap, ça leur plaît pas parce que ça va faire une charge de travail, tout ça. Moi, ce que j'entends en filigrane, c'est la question de l'évaluation aussi, parce qu'ils se disent, je vais être évalué, on va être évalué, et maintenant dans le collectif, ça va être encore plus dur d'atteindre les mêmes objectifs, parce que encore une fois, si on repense pas le travail globalement, je sais pas si les personnes en situation de handicap ont tant de chances que ça d'atteindre 6% de chaque... je ne sais pas si c'est possible, en fait, d'atteindre 6% des effectifs. Je voudrais préciser ce que j'ai dit tout à l'heure. On a, dans le monde du travail, bien entendu, qu'un certain nombre de nos collègues accueillent très favorablement l'idée de ce qu'on appelle l'intégration dans le monde du travail. Hein. Je parlais des conditions de travail avec les exigences patronales qui s'accentuent, qui empêchent de pouvoir passer ces barrières mentales-là. Parce qu'il y a des barrières mentales, mais si tu as la barrière mentale et qu'en plus tu as des conditions de travail qui ne te permettent pas, tu as besoin d'un collègue qui est le plus efficace possible, le plus vite possible, ça rend impossible l'intégration ou très difficile l'intégration de quelqu'un qui ne va pas avoir le même rythme de travail, au moins au début. Je pense que c'est une explication très forte à ces difficultés-là qui se rajoutent à des problèmes culturels. Hein. Effectivement. C'est ça que je me demande, c'est que est-ce que si on était un peu plus regardant sur le futur, de se dire on met plus les handicapés physiques et psychologiques devant des formes de travail qui sont plus intéressantes pour eux, est-ce que ça ne ferait pas avancer l'entreprise qui se mettrait à donner des moyens plus intéressants à ces fameux handicapés, justement? Est-ce que le travail ne serait pas plus facile à faire pour eux si on les mettait dans des meilleures conditions de travail? Ou peut-être que c'est utopique ce que je dis, mais... Non, mais de toute façon, les conditions de travail, quand elles sont acceptables, ou bonnes même, rêvons un peu, sont meilleures pour tout le monde. Bon, ça c'est sûr, et c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est que la quête du bénéfice, par exemple, tu parlais tout à l'heure des milliardaires qui s'enrichissent. Ils s'enrichissent sur un truc, hein, sur le travail. Dans notre société, aucune richesse ne sort en dehors du travail. Ça n'existe pas. Voilà, la richesse, entendu, le produit intérieur brut, ça... Bon. Et donc, s'ils s'enrichissent autant, ils s'enrichissent sur le dos de gens. Et ces gens qui sont des travailleurs dans tous les domaines voient leurs conditions de travail se dégrader du fait des exigences toujours plus grandes d'obtenir des bénéfices dans les entreprises. C'est aussi simple que ça. Après, on peut le décliner, hein, tout ce qu'on veut. Dans les fonctions publiques, c'est un autre phénomène, puisque nous, on ne produit pas de... Il n'y a pas de bénéfice. Hein. Un département ne produit pas de bénéfice. Hein. Il n'a pas cette exigence-là. Par contre, il a une exigence qui est une pression extérieure, qui est celle des impôts.
C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel conseil départemental, il va vous dire « je n'augmente pas les impôts ». Et les usagers, qui sont également contribuables, vont dire « ouf, il n'augmente pas les impôts ». Mais le résultat de l'opération de ça, c'est une baisse de qualité des services publics. Il faut se le dire. C'est un choix de société. Hein. Voilà, et donc, pour chapeauter tout ça, pour nous, la question centrale, c'est celle du partage des richesses. Les richesses sont produites, comment on les répartit dans la société de manière, pour nous, égalitaire. Mais alors, pas partie de l'égalitaire. Concrètement, pourquoi est-ce qu'on ne le tente pas d'aller les faire payer alors dans ces cas-là? Pourquoi ça ne marche pas, ça? Alors, ça c'est un problème très, très compliqué. Mais c'est la question du conflit de classe sociale. C'est là où on en est aujourd'hui. On a des classes sociales soit très paupérisées, soit même ce qu'on appelle les classes moyennes, qui sont extrêmement éclatées, qui ont peu de relais collectifs. Le syndicalisme, par exemple, est en crise profonde. Mais ça a des origines. Par exemple, quand vous avez des concentrations ouvrières, comme nous avions il y a encore 20 ou 30 ans, avec des usines, avec plusieurs milliers de travailleurs, c'est pas pareil que si on a un salariat qui est éclaté et précarisé dans X centaines d'emplois, voire même j'ai entendu parler d'auto-entrepreneurs tout à l'heure, qui pour moi sont la plupart du temps des gens qui auraient dû être salariés, mais que le monde du travail ne permet pas d'être salariés, donc ils se mettent auto-entrepreneurs. Vous avez l'ubérisation du travail, tout ça empêche le collectif des travailleurs et fait reculer leurs droits. Voilà. Mais ça, c'est une machine de guerre du monde capitaliste, auquel on s'affronte. Pardon, juste, Brigitte, je crois, ce que Stéphane dit, c'est que pour que les richesses soient partagées, il ne suffit pas de descendre dans la rue ou d'en faire la demande dans la cuisine. Il faut des relais institutionnels pour ça, et ces relais institutionnels n'existent plus. Si peut-être des syndicats le demandent, il faut voir que sur 100 personnes qui travaillent, 7 ou 8 sont syndiquées aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est au mieux. En moyenne. Parce qu'après, ça dépend des endroits. Chez nous, par exemple, on est plutôt plus syndiqués que chez McDonald's. Mais on est moins victime de répression syndicale que nos camarades qui interviennent à McDonald's. Et ça existe, la répression syndicale. C'est pas du tout une vue de l'esprit. Hein. Alors, on ne tue pas les gens en France. Hein. On n'est pas en Turquie où des centaines de syndicalistes ont été tués. Mais dans la période, mais on peut vous tuer socialement. Hein, ce qui est... Normalement, il faut en dire 3. Donc, je vais dire... qu'est-ce qu'il y a? KFC, Quick, on peut en dire un 4e. McDonald's. Il y a une certaine crainte de la part des gens de se mettre, de prendre leur porte et d'ouvrir la porte et d'aller se mettre dans la rue. Qu'est-ce qui a fait disparaître cette façon de vivre qu'il y avait par exemple en 68? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche? Alors, ça aussi, il faudrait de longs colloques et probablement, si on se met à 15 autour de la table, on ne va pas tous avoir le même avis, donc je ne prétends pas avoir un ami d'autorité. Hein. Mais mai 68, c'est le début de la fin de ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, qui est le moment d'expansion des droits des salariés le plus important de l'histoire, et le fruit d'une grève générale. Parce que un moment politique particulier s'est créé avec une convergence étudiants et travailleurs en mai 68 et la mise en grève de, je crois, 12 ou 13 millions de personnes en même temps en France. C'est exceptionnel en fait de l'histoire. Hein. Et ça, je crois, cette dynamique-là a été brisée par la crise sociale qui, elle, commence... en général, les historiens disent 73-74, le choc pétrolier à l'époque. Certains d'entre nous étaient nés, pas tous, je crois. Donc 73-74, et là, un déclin, quelque part, des outils collectifs des salariés. Et quand je dis outils collectifs des salariés, j'insiste là-dessus, ça s'appelle le syndicalisme en l'occurrence. Mais parce que notre monde capitaliste est organisé sur la base de classes sociales. Et ces classes sociales ont des intérêts divergents. Voilà. Et on est encore dans cette situation-là, malgré tous les rideaux de fumée qu'on voit pendant cette élection présidentielle, où un coup on te parle des immigrés, le grand remplacement de l'autre imbécile, là, du néofasciste Zemmour. C'est effectivement ce fameux grand remplacement. Ou alors on t'explique que je sais pas quoi sur la crise sanitaire, blablabla, des trucs, des fumées. Le résultat de l'opération, c'est qu'actuellement il y a une baisse massive pas du pouvoir d'achat.
Bon, le pouvoir d'achat, ça renvoie à l'achat. Non, du reste à vivre. Du reste à vivre de la population entière. Et ça devrait être ça qui devrait être au cœur du débat présidentiel. Oui. C'est ça. Et ça l'est pas du fait de manœuvres politiciennes. Enfin, pour moi, effectivement, il y a comment ça s'appelle déjà. Effectivement, on a de moins en moins de reste à vivre. C'est un truc que j'ai remarqué, comme par exemple quand je suis arrivé dans mon nouveau HLM. On m'a dit, je vais pouvoir faire 130, 140 euros de plus par mois. Mais ensuite, on ne m'a pas dit que j'allais payer de l'eau. Et donc à la fin, j'ai moins de reste à vivre. Enfin, mais en même temps, si j'étais pas allé dans un autre truc, je serais actuellement en train de perdre de l'argent au lieu d'en gagner, donc de ne pas pouvoir faire de projet. Comment j'ai une question parce qu'on parlait un peu de là, vous parliez des mouvements sociaux avec mai 68. Comment on pourrait arriver à refaire vivre cette époque-là de syndic où les gens se révoltaient vraiment et où on pouvait gagner, parce que là on fait des manifs pour des manifs, mais c'est malheureusement comme pisser dans un violon. Ça sert pas à grand chose. Il y a eu les gilets jaunes, mais ça a été squeezé avec le phénomène du Covid. Et là il y a les camions, enfin le convoi des libertés, mais c'est des choses qui sont éphémères et qui marquent, je veux dire, qui fait doucement rigoler malheureusement nos gouvernements en haut. On n'est pas assez, on n'a pas assez de poids, on n'est pas assez impactant. Et comment réussir à que ça serve vraiment, que ce soit utile. En fait, faut boycotter. Faut boycotter les plus grandes entreprises et arrêter de consommer surtout. Enfin, c'est facile à dire, mais pour moi, je vois que cette solution, quoi. C'est pas la peine de descendre dans la rue, de crier. Moi, je crois que le système capitaliste, il a son point de faiblesse majeur, pas dire unique, c'est qu'il veut avoir en permanence des gains de productivité et des bénéfices qui rentrent. Pour aller vite, bon, c'est toujours plus compliqué que ça les choses, mais j'espère pas trop les simplifier. Une grève, par exemple, sert à une chose, c'est le blocage de l'économie. Avec un pari, c'est qu'avec le blocage de l'économie, nous allons faire plier ceux qui sont au pouvoir. C'est ça une grève. Et oui. Et des grèves comme ça, la dernière grande grève en France qui a permis ça, c'est 1995, avec la grande grève des cheminots en particulier. Ouais. C'est la dernière. Depuis, nous avons des grèves qui ont échoué de ce point de vue-là. Après, elles ont un impact politique. Par exemple, les Gilets jaunes ont eu un impact politique, certains. Alors, c'est pas une transformation de société, hein. C'est une espèce de truc parasyndical qui a permis d'avancer. Par exemple, le blocage du prix du gaz. Il y a eu un blocage du prix du gaz, après qu'il a augmenté quand même, mais des tarifs réglementés il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un exemple. Ils ont craint de résurgence des gilets jaunes face à des augmentations de 30 à 40% du prix du gaz et donc du chauffage pour beaucoup de gens. Mais maintenant, ils se mettent aussi à augmenter l'électricité. Bien sûr, mais là, par exemple, nous, ce qu'on demande à des politiques, vous avez, en France, nous avions deux grandes institutions qui s'appelaient EDF et GDF, Électricité de France et Gaz de France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et qui avaient un monopole public de la distribution d'électricité et de gaz. Je mets de côté le débat sur le nucléaire, la manière de produire, c'est encore autre chose. Nous avons vendu quasiment entièrement GDF, et EDF, c'est en cours. Nous avons ouvert à la concurrence sur le marché de l'énergie. Bon, ce qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps, nous allons avoir la fin du tarif régulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons devoir acheter notre énergie, gaz, électricité, c'est pour se chauffer, hein, c'est pas pour ou pour faire notre nourriture, sur un marché international qui fluctue quotidiennement de plusieurs dizaines de pourcents quelquefois. C'est-à-dire que nous allons perdre la protection du monopole public en 2023. Et ça, je vous assure. Donc là, qu'est-ce qu'on demande à un politique ? Nous, ce qu'on veut, c'est un monopole public sur les
sur les éléments essentiels de la vie quotidienne, dont cette question-là. Alors je voudrais rebondir sur ce que vous dites, c'est très très intéressant. Valérie Pécresse sur le nucléaire. Et dans ce plan de relance gaulien pour l'énergie, il y a la remobilisation massive de la filière nucléaire. Elle veut ambitionner de lancer 6 nouveaux EPR. Elle a aussi promis de revenir sur les fermetures programmées de réacteurs nucléaires si elle est élue. Elle veut aussi, elle nous dit que nous devons penser notre politique énergétique avec 2 impératifs. Le réchauffement climatique, mais aussi l'indépendance de notre pays. Ces mots ont été prononcés le vendredi 1er octobre par Valérie Pécresse. Cette dernière présentait à Cherbourg son programme énergétique. Et si elle est élue à l'Élysée en avril, elle a promis de revenir sur les fermetures programmées de réacteurs nucléaires, mais aussi de lancer 6 nouveaux EPR. C'est des réacteurs persurés européens. Et elle dit que le nucléaire ne suffira pas, puisqu'il s'inscrit dans la légitimité du général de Gaulle, que nous devons notre stratégie nucléaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que EDF a promis le lancement d'une série industrielle sur 6 nouveaux EPR et de relancer le projet de réacteur de 4e génération Astrid. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, nous avons le porte-parole de cette chère Valérie Pécresse. Si on ne fait rien, le prix va exploser. Oui, alors le prix a déjà explosé. Oui. Il y a 2 centrales nucléaires qui ont explosé par ailleurs dans le monde. Oui. Bon, au passage. Mais non, juste sur le nucléaire, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'essaie de me documenter un peu. Oui. Dire qu'on va lancer 6 EPR alors qu'aucun EPR dans le monde ne fonctionne, puisqu'il y en a un, pardon, je rectifie, il y en a un qui a commencé à fonctionner, c'est un EPR chinois qui a été arrêté parce qu'il dysfonctionnait. Oui. Il y a un EPR en Finlande qui ne fonctionne pas et un EPR en France qui ne fonctionne pas non plus et dont on a multiplié par 5 ou 6 le prix. Oui. Donc dire je vais faire 6 EPR de plus d'un truc qui ne marche pas, moi me paraît étrange. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, là, à l'heure où on parle, en France, 20% des réacteurs nucléaires sont fermés. Pas parce qu'on les a fermés, c'est parce qu'ils ne fonctionnent pas, parce qu'ils ont des dysfonctionnements importants. Actuellement là, à l'heure où on parle. Et dernière chose, tout ça ne résout pas de qui vend l'électricité, le gaz en France. Elle parle d'indépendance. En réalité, Mme Pécresse, enfin ses prédécesseurs, M. Sarkozy, à l'époque avec M. Jospin, qui était au Parti Socialiste, qui ont fait une série d'ouvertures de marché à la concurrence, dont celui de l'énergie. Donc il y avait Chirac, Sarkozy, Hollande. Ont permis à des requins de la finance de mettre la main sur l'énergie en France comme en toute l'Europe et donc maintenant de nous vendre selon le prix du marché. Donc quand elle dit l'indépendance, c'est pas l'indépendance au sens et contrôler les prix, elle n'a pas les outils de le faire parce qu'elle ne propose pas de reprendre en main cette question-là. Oui, il faut la reprendre en main en fait. Il faut que le pouvoir public reprenne en main ça. Tout à l'heure on parlait de... C'est quoi le PR en fait, parce qu'il y en a qui savent pas... Tout à l'heure on parlait de ce qu'on voudrait voir changer, peut-être aussi un petit peu le paysage médiatique qu'on voudrait voir changer, parce que tout ça c'est des décisions qui effectivement n'ont pas tellement de place dans les médias et dans les débats qui peuvent y avoir lieu. Alors personne ne sait comment atteindre le zéro émission nette de CO2 en 2050. Anthony, c'est quoi le PR en fait ? Le PR, je sais pas, c'est une centrale nucléaire de nouvelle génération qui est bon. Il y avait des vieux réacteurs, là ils ont fait une nouvelle technologie qui s'appelle l'EPR, qui veut dire, c'est un acronyme, je veux dire, je sais plus quoi d'ailleurs, bon, c'est pas très important, et qui donc était censé remplacer les vieilles centrales et de manière plus efficace. Bon, or l'EPR de Flamanville aurait dû rentrer en fonctionnement il y a déjà 2 ou 3 ans et est sans cesse retardé pour des problèmes techniques importants et a vu son coût de production exploser. Oui. Et alors, moi je pose une question, c'est si on met tout ce pognon pour faire du nucléaire, c'est-à-dire des recherches, c'est important de faire de la recherche, pourquoi on ne le fait pas sur les questions d'énergie renouvelable ? Pourquoi on ne met pas le même pognon pour l'électricité, l'éolien ou d'autres sources d'énergie ? Ça ne concerne pas que la France, il y a aussi toute l'Europe. Et par exemple, il y a 65 ans, Énergie de France produisait le premier kilowatt
électrique d'origine nucléaire. Oui. C'est il y a 65 ans en arrière. Oui. Ça doit être en 1900. Pouf, je sais pas. Effectivement, on nous dit de sortir du nucléaire, mais la sortie du nucléaire, elle n'est vraiment pas envisagée, et même elle est et on envisage, et pratiquement tous les partis politiques envisagent de rentrer dans le nucléaire. Oui, il faut que tu voyes Alban. Pas tous. En 2017. Il y a deux partis qui ne sont pas pour la poursuite de le nucléaire, c'est Europe Écologie Les Verts avec Jadot et l'Union Populaire avec Mélenchon. Et je pense le NPA de Poutou. Oui, mais peut-être. Parce que le nucléaire, il y a la question de son coût, de sa production, de sa dangerosité. Mais bon, on va dire les ingénieurs d'EDF sont tellement formidables que jamais une centrale nucléaire française ne pètera. Bon, j'espère qu'ils ont raison. Hein. Mais il y a autre chose, hein, c'est que tout bon ingénieur qui sont, il y a les déchets qui sont actuellement entreposés à La Hague et qu'on veut mettre enterrés à Bure. Enfin, et ça, quel que soit l'EPR ou d'autres technologies de nucléaire, nous aurons à la sortie, après avoir produit de l'électricité, nous avons des déchets nucléaires dont il faut bien savoir quoi faire et qui sont extrêmement dangereux. La radioactivité. La radioactivité, ça s'appelle. Et cette question-là, personne ne la nie, mais personne n'en parle jamais, en fait. Jamais. Vous prenez les programmes de ceux qui sont pour le nucléaire, ils ont bien le droit, hein, c'est un débat démocratique. Mais il faut qu'ils nous expliquent ce qu'ils vont faire des déchets nucléaires pour les milliers de générations qui suivent d'êtres humains. Parce que ça part pas, c'est pas je le mets de côté, puis je l'oublie, hein, c'est là. Hein. Je crains qu'on nous ait vendu beaucoup de rêves. Il y a un autre rêve qu'on nous vend, c'est la fusion nucléaire. Parce que là, on parle de fission nucléaire. La fusion nucléaire est à la fusion des atomes. Bon, et ce truc-là, bon, probablement ne marchera jamais à l'échelle industrielle, mais c'est pas grave, on nous le vend quand même. Tout ça pour pas dire deux choses très simples, je pense, mais qui sont politiquement compliquées. C'est nous consommons trop d'énergie. Nous consommons trop d'énergie en moyenne. Mais vous savez que les riches, on parlait d'inégalité, les riches consomment beaucoup plus d'énergie par individu que les pauvres. Hein. Bon, donc faut savoir qui c'est qui paye. C'est à peu près la même chose avec. C'est à peu près la même chose avec l'eau. Il éteint dans la lumière, personne ne dit ça. Et la deuxième chose qu'il faut quand même intégrer, c'est que on ne peut pas dire cette question-là et expliquer qu'on va transformer l'ensemble des véhicules thermiques en véhicules électriques en disant pas aux gens, mais en fait, la voie qu'il faut suivre principale, c'est le transport collectif. C'est-à-dire, vendre le rêve individualiste, là où on en est, me paraît être complètement démagogique. C'est pour ça qu'on aurait intérêt à repenser la notion de richesse et à savoir est-ce que ces richesses-là, enfin quelle richesse est utile, voilà, quelle richesse utile on produit. Les publicités sur les voitures, par exemple, c'est du matraquage 24 heures sur 24. C'est complètement, enfin. Moi j'aime bien, moi personnellement, voir une belle pub de la 5008. Moi si j'avais les moyens, je me la pèterais en 5008. Et du dernier portable, c'est ça aussi. Oh, le dernier portable, c'est la mode. Moi je me suis fait harceler, par exemple, il y a quelques jours, je me suis fait harceler par, je veux dire, le Bouygues Télécom. Pourquoi ? Ils m'ont harcelé, ils m'ont appelé 10 fois sur 10 numéros différents pour me vendre pour que j'accède à leur box. Donc j'achète leurs produits, quoi. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, je change d'opérateur. Et ils m'ont harcelé avec 10 numéros différents. Et j'ai répondu à quelqu'un méchamment, enfin, tout en restant poli. Je lui ai dit ne m'appelez plus. Je n'ai pas envie d'acheter votre truc. Arrête de m'appeler, c'est vrai que je veux plus te parler. Et il y a le chef qui m'a rappelé sur notre numéro. Il m'a dit bonjour monsieur. Alors j'ai dit votre collègue m'a dit vous m'avez déjà appelé. Et il m'a répondu c'est pas moi, c'est ma collègue.
Voilà, typiquement, est-ce que ça, c'est un boulot voilà, dont on a besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a plein des boulots comme ça. Et le nombre de gens qui se plaignent de faire ces boulots-là, en plus. Des esclaves. Eh oui. Et ça, c'est des esclaves qui sont sous-payés pour faire profiter au patron, quoi, au plus grand. Les centrales d'appel. Et ça marche, comme parce que ouais. moi j'ai dit non peut-être, mais il y en a 10 qui vont dire oui, quoi. Moi, par exemple, il y a des numéros qui m'ont appelé, j'ai dit non. Moi, par exemple, ma box, je dois appeler SFR fin mars pour renouveler ma box. Il y a d'autres opérateurs qui m'appellent, je dis non, je suis chez SFR, je me dis non, chez Free, je raccroche au nez. Non, oh. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un autre monopole public qui s'appelait France Télécom. Et bon, moi je suis peut-être vieux et archaïque, je sais pas, hein, peut-être, hein, mais je préférais Canecom, en fait, c'était plus simple. Hein. Ça me faisait pas chier d'aller comparer des prix sur des trucs incomparables. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Et chercher un jour une mutuelle pour comparer des mutuelles. Après, non mais c'est un travail à temps complet. Après, il va falloir chercher le fournisseur d'énergie, de gaz et d'électricité, si par malheur on a les deux. Déjà, non mais pour l'instant, on peut rester au tarif régulé. Mais ça ne va pas durer. Il va falloir faire ça, puis après, blablabla. À la fin, en fait, il gagne. Il gagne, c'est sûr. On ne peut pas résister à ça individuellement. On ne peut pas. Et les compteurs, moi j'ai un compteur Linky dans ma résidence. Et bien, y a, tous les 15 jours, il y a quelqu'un qui va sonner à la porte qui me dit c'est pour les compteurs. Et alors, normalement, il n'y a personne qui doit venir relever les compteurs. C'est quelqu'un qui va demander. Qui va me proposer d'aller... C'est eux qui décident, c'est pas toi qui c'est eux qui sont obligés de... Et pourquoi ils décideraient ? Parce que c'est des compteurs qui sont habilités à fonctionner. C'est le bailleur social. On est pris en piège, on est pris par des objets. On est obligé de répondre à des objets, dire amen. Eh bien si, c'est ce que tu viens de dire. Non, mais Eh bien si. Non, pas du tout, oui. Brigitte, pas du tout. C'est la tyrannie des objets. Ça vient du bailleur social, du logement, où par exemple, c'est obligatoire d'avoir des compteurs Linky. Attention, on est plusieurs à parler en même temps et à la radio, là, ça fonctionne plus. Il y a des gens aussi qui sont pas d'accord avec les compteurs Linky et qui essaient de résister. Alban, par exemple, Alban, je vais t'expliquer quelque chose, c'est obligatoire d'avoir des compteurs Linky. Même dans le journal, dans les magazines, ils ont dit que les compteurs Linky... Non, alors, ce n'est pas... Non, c'est faux. Ce n'est pas C'est faux, ça, Anthony. C'est complètement faux. Oh, c'est les sociétés qui font croire ça. Et ils font croire, oui. J'ai une question, moi, j'ai une question sur Meta. J'ai une question sur Meta, je sais pas ce que c'est exactement. Meta, c'est Facebook. Facebook, oui, ça voilà, concerne exactement. C'est pas la connexion des objets entre eux, tout ça. Enfin, il y en a qui parlent que c'est hyper dangereux. Il y a l'histoire de la 5G, c'est vrai qu'on oui, est la un 5G, peu envahi l'histoire de par la tous 5G, ces objets. puis il y a le métavers, mais le métavers c'est autre chose. C'est effectivement quelque chose d'extrêmement dangereux, mais bon, en même temps... La 6G, dans les années 2030, il y aura aussi la 6G qui sortira dans les années 30. En fait, ça rejoint ce que j'avais dit, c'est la déshumanisation, quoi. On en est là, quoi. Et je crois que Olivier boucle la boucle. Je vous propose, parce qu'on a le temps à avancer, est-ce que vous voulez qu'on continue ou... Alors, mieux vaut balancer un jingle quand même. Allez, un petit jingle. Parce que il doit faire au moins 19h. Ah, vous voulez un petit jingle de quel style ? Les sons d'extrême droite, tu voulez ? C'est Stéphane qui a dit que la campagne était vachement occupée par des questions de sécurité, d'immigration, tout ça. Ok. Et que le sujet, peut-être le cœur central de la campagne, de nos préoccupations, et on le voit bien au travers de cette émission, ça fait 2 fois qu'on se réunit, la question des étrangers, la question de la religion, à aucun moment n'est apparue dans nos préoccupations, quoi. Donc, mais si vous voulez, je vous fais Oui, on va écouter la petite prod d'Olivier. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. 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 Où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes.
Père ou mère de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan. Plutôt l'immigration de pays à majorité pour le coup musulmane, puisque vous faites le lien avec l'islam. Monsieur Darmanin, excusez-moi, mais vous semblez avoir une obsession sur le sujet, mais ça n'est pas mon obsession. Madame Le Pen, le nomme pas les mots. Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Notre pays est malade d'un séparatisme dont le premier d'entre eux, le séparatisme islamiste, gangrène notre unité nationale. Que les Français entendent rester français chez eux. Je pense que cette gauche identitaire a fait sienne les idées, la culture américaine. On entend beaucoup que depuis des années, certains quartiers se sont communautarisés. Communauté par communauté, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien c'est vrai. Et mon cri du cœur évidemment aujourd'hui, c'est expulsons les délinquants étrangers. Tant qu'on s'adressera dans nos écoles à des salles, à des classes qui comprennent 75% de noirs, d'arabes, j'en passe et les meilleurs. Le problème c'est l'islamisme, la radicalité, le terrorisme. Il faudrait peut-être que nous-mêmes nous fassions notre autodiscipline parfois, de pas donner la parole à n'importe qui. Pas donner la parole à n'importe qui. Pas donner la parole à n'importe qui. Peut-être qu'on peut faire un petit tour de table pour terminer l'émission. Et après, Anthony, tu termineras et tu nous diras tous au revoir. Oui. Donc moi, je voulais juste te dire que j'étais super content de encore la tenue des débats. Voilà, on voit bien que là, on parle vraiment politique. On n'a pas encore, à part Anthony qui nous a défendu le programme de Madame Pécresse, mais on n'est toujours pas rentré, peut-être que ça, on y rentrera au mois de mars, mais sur la défense des programmes des candidats, mais peut-être qu'on y verra plus clair après les parrainages. Je passe la parole à Brigitte. Je sais pas, j'ai envie de dire analysons de près ce qui nous paraît tenir la route dans le discours de tous ces gens qui se présentent. Il y en a certains qui, à mon avis, ne tiennent pas la route, ça c'est clair. Si on a l'intention de voir apparaître des incohérences et des manques des illégalités, si de voir apparaître des illégalités, c'est clair que ces gens-là, on les met de côté et on va chercher ceux qui nous paraissent le plus être capables de tenir leurs promesses, qui vont nous apporter la meilleure solution pour vivre dans des bonnes conditions. Oui, donc là, moi, à quoi je peux engager tout le monde, c'est à aller voir les programmes avec un œil le plus aguerri possible. Alors, les promesses, de toute façon, toutes les campagnes électorales produisent des promesses. Elles sont plus ou moins tenues. Ça, on voit après. Je dirais presque qu'on voit après. Actuellement, on est quand même dans un virage où on a, en gros, le néolibéralisme qui s'organise autour d'Emmanuel Macron, en gros. Le nationalisme, plus ou moins rance, qui s'organise autour des trois candidats de droite, enfin déclarés, Pécresse, Zemmour et Le Pen. Qui a une espèce de course à l'échalote. Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de néofasciste pour Zemmour, parce que je pense vraiment que c'est ça. Il fait un parti qui s'appelle Reconquête, ceux qui sont d'origine espagnole comme moi, et puis moi je suis un fils de républicain, de combattants de la République espagnole, savent que Reconquista, c'est la pire réaction qu'il y a eu en Europe juste avant le nazisme. Donc...
Bon, donc attention à tous ces gens-là. Et après, il y a tout le panel. Bon, la gauche, en gros, pour aller vite, dans lequel il y a des programmes qui s'expriment de manière différenciée. Et que, pour ma part, c'est dans ce champ-là que je vais regarder ce qui se passe, en me disant que quand même, si on pouvait éviter ce coup-ci d'avoir un second tour entre les néolibéraux et les néo-fascistes ou crypto-fascistes ou de la droite réactionnaire, ce serait mieux. J'aimerais bien voir en fait un second tour entre Emmanuel Macron, le néolibéralisme et la gauche. Voilà. Comme il n'y en aura qu'un de la gauche, voilà, je vous laisse conclure ce que faut faire. Oui. Moi, j'aimerais toute bien. Démocratie. Moi, j'aimerais bien qu'Anas Kazib et Akira soient au moins au premier tour, quoi. Parce qu'avec cette histoire de parrainage à la con, il y a il y a encore plus de gens de la gauche qui vont être voilà, quoi. Et il y a vraiment pas beaucoup de gens. Je pense qu'il va pas avoir beaucoup de gens qui vont voter Taubira. Et ce serait un petit peu à regret que je voterais pour elle s'il n'y a pas Mélenchon. Parce que je sais pas, moi, je suis très partiel par rapport à Mélenchon. Ben moi, si je dois aller voter, pour faire mon devoir citoyen, même si j'ai pas forcément l'envie, j'essaierai de voter pour le moins pire. Voilà, parce que l'idéal, je ne le vois pas. Donc pour celui qui pourrait faire le mieux dans quelque chose qui est pas dans une situation de société voilà, qui est loin d'être optimal, qui est loin d'être comme on souhaiterait. Et j'aimerais revenir un peu même s'il y avait la guerre et tout, je suis pourtant jeune, mais j'ai des fois des paroles de vieux. J'aimerais revenir à la génération de nos grands-parents où il y avait plus d'entraide, plus de fraternalité, alors qu'il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a maintenant. Ils arrivaient à vivre plus simplement. Et voilà, et on est devenus un peu trop des moutons. Oui, voilà. Je tenais à remercier Stéphane qui est de Sud, qui est venu à cette émission, qu'on vous réinvitera pour les prochaines si vous ou d'autres de chez vous veulent venir. Et voilà. Moi, je veux continuer à vivre différemment, changer, et j'espère changer avec vous. Et peut-être se poser les vraies questions de la vie, quoi. Enfin, après, c'est pas évident, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut le faire, mais j'ai beaucoup changé depuis quelques années. Il y a des trucs que j'ai changé dans ma vie et voilà. Ouais, alors sur le vote, tout ça, je me dis que dans une démocratie directe, de toute façon, on descendrait sur la place publique et puis on serait pas tous d'accord entre nous, on aurait des projets différents, puis il faudrait bien qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Alors c'est pareil avec les candidats, on prendra pas l'idéal de ce qu'on veut parce que de toute façon... c'est pas la solution ça serait trop beau si on pouvait tous être d'accord. Donc ça, c'est pas le plus grand problème. Non, mon problème, moi, c'est d'essayer de rester optimiste parce que discuter politique de façon sérieuse, ça équivaut à se plaindre pas mal, à trouver que plein de choses ne vont pas et à être être profondément en désaccord avec certaines évolutions contemporaines. Donc voilà, mon défi, moi, c'est de rester optimiste, de me dire, bon, toi tu dis nos grands-parents c'était si bien, ils ont quand même fait une guerre mondiale, 2 guerres coloniales, bon, c'était pas si bien que ça. Bon, voilà, non, mais je sais ce que tu dis, hein, par ailleurs, hein, je comprends bien que tu disais pas que c'était ça que t'enviais dans leur vie, hein. Mais peut-être que, voilà, il y avait des choses à prendre aussi à cette époque-là qu'on a perdu. Mais en tout cas, voilà, mon défi, moi, c'est d'essayer de rester optimiste. Merci à toutes et à tous d'avoir participé pour cette deuxième émission, l'Instant Politique. Pour ma part, cette deuxième émission m'a beaucoup plu. Car voilà, je sais que je voterai aux urnes Valérie Pécresse au premier comme au second tour de l'élection présidentielle. Parce que par exemple, elle veut faire du nouveau... Eh bien moi, ce qui m'indigne, figurez-vous que c'est l'indignation. C'est de la poudre de
perlimpinpin. Avec les sondages, n'importe quoi est possible. Au secours! Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule et ça ne démissionne pas. C'est vous, et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr, vous. Je vous demande de vous arrêter. L'instant présidentiel.